nous allons voir quels sont les objectifs. Ça coince. D'accord, merci. Nous allons voir ensemble, au terme de ce cours, quels sont les objectifs, c'est-à-dire à la fin du cours, quels sont les points essentiels que l'étudiant doit connaître et savoir préciser. D'abord, on doit savoir préciser l'intérêt de l'anamnèse. Je pense que vous avez déjà fait votre cours d'anamnèse et vous savez que c'est le temps le plus important dans la prise en charge du patient. Ça vous permet de recueillir des informations importantes, vous guidant dans votre diagnostic par rapport à la pathologie. Donc, l'intérêt de l'anamnèse dans la description des caractéristiques de la douleur. Comprendre l'intérêt d'un examen neurologique complet, de la demande d'un fond d'œil devant des céphalées, devant des maux de tête, devant des algies, et la prise de la tension artérielle dans l'orientation diagnostique d'une douleur crânio-faciale. Ça, c'est une étape très importante dans la démarche diagnostique devant une douleur ou devant des céphalées. Ensuite, il y a plusieurs types de douleurs de céphalée ou d'algie crânio-faciale. Donc, on doit connaître les différences, les caractéristiques spécifiques de chaque entité, de chaque forme clinique, afin de pouvoir guider notre démarche diagnostique. Donc, décrire la migraine commune, décrire une migraine ophtalmique, voir quelles sont les différences entre les deux, décrire la névralgie faciale essentielle. Donc, vous verrez qu'il y a les névralgies essentielles et les névralgies secondaires. Définir ce qu'on appelle la zone gâchette. Donc, c'est des objectifs importants. Donc, définir la zone gâchette, c'est quoi? Décrire la névralgie faciale symptomatique du trijumeau, c'est ce que je viens de vous dire, la différence entre la symptomatique et l'essentiel. Décrire l'algie vasculaire de la face, différencier une névralgie faciale essentielle d'une névralgie faciale symptomatique ou secondaire, citer les 4 causes de céphalée symptomatique, rechercher la notion de prise de médicaments pour voir est-ce que c'est une douleur qui résiste au traitement visuel, les antalgiques, etc. Et enfin, identifier une céphalée psychogène en listant les 2 types de ces céphalées psychogènes. Donc, vous voyez que c'est un cours qui est, on a essayé de simplifier le maximum afin de retenir les points essentiels de ce cours. Maintenant, comme introduction, quand on vous dit céphalée ou algie crânio-faciale, qu'est-ce qu'on entend par cette terminologie? Le terme d'algie crânio-faciale désigne douleur, donc on est dans les douleurs, les algies, c'est les douleurs, ressenties à 2 niveaux, soit au niveau du crâne, au niveau de la boîte crânienne, elle est dite céphalée, donc ces douleurs situées au niveau de la boîte crânienne, au niveau du crâne, elles sont dites céphalées, ou bien c'est des douleurs touchant la face, touchant le visage. À ce moment-là, on parle d'algie faciale. Et il faut savoir que l'innervation de ces 2 entités, c'est-à-dire le crâne et le visage, sont indissociables. Elles sont liées par des nerfs qui sont responsables de la sensibilité de ces deux entités. D'ailleurs, ce qui donne des céphalées, des douleurs intriquées, etc. Dans ces algies crânio-faciales, il faut savoir qu'il y a 2 types essentiels. D'accord? Essentiellement 2 types. Le premier type, c'est ce qu'on appelle les céphalées primitives ou essentielles. Elles sont les plus fréquentes, c'est-à-dire il n'y a pas une affection sous-jacente, il n'y a pas de substratum lésionnel. Elles sont essentielles. C'est les plus fréquentes. Et puis, il y a les céphalées symptomatiques ou secondaires. C'est important de retenir ces deux terminologies. Pourquoi? Parce que ça va nous guider dans la démarche. S'il vous plaît, éteignez vos micros. Mazouni, essaye d'éteindre les micros, s'il te plaît.
Donc, ces deux notions vont nous guider dans notre démarche diagnostique. Donc, il y a les céphalées primitives ou essentielles, c'est-à-dire il n'y a pas de pathologie sous-jacente. Et les céphalées symptomatiques ou secondaires, elles relèvent d'une cause bien déterminée. Souvent, elles nécessitent une exploration et une prise en charge thérapeutique urgente. Il faut savoir que les céphalées ou les algies crânio-faciales sont un motif fréquent en consultation. Donc, il faut vous attendre à recevoir des patients, que ce soit en consultation, que ce soit aux urgences, consultant pour des maux de tête, pour des céphalées, pour des algies crânio-faciales. Et puis, il y a plusieurs causes. Les causes sont multiples. Il faut bien distinguer les primitives des symptomatiques pour bien guider votre démarche diagnostique. Le diagnostic des algies crânio-faciales repose sur l'interrogatoire et l'examen clinique. Vous savez que le cours ou la question algie crânio-faciale, c'est le cours type qui vous montre l'intérêt d'un bon interrogatoire et d'un bon examen clinique pour poser un diagnostic. À chaque fois, un message à faire passer, il faut rester clinicien avant de parler, avant de passer aux explorations. Il faut se baser sur l'interrogatoire et l'examen clinique. Parfois, les deux suffisent pour poser un diagnostic et prendre en charge correctement votre patient. Sur le plan physiopathologique, donc là, juste un petit rappel, et à l'occasion, je vous invite ce soir à revoir chez vous tout ce qui est un rappel anatomique, physiologique, etc., concernant le système nerveux, concernant les nerfs crâniens, etc. Donc, c'est important pour comprendre la pathologie. Là, le cours aujourd'hui se veut pour la sémiologie. Et donc, je vous invite à faire chez vous le rappel, tout ce qui est anatomie, tout ce qui est physiologie. Mais pour comprendre le mécanisme, il faut savoir que sur le plan anatomique, il y a des structures qui sont douloureuses. Donc, il faut savoir qu'il y a des structures qui sont douloureuses alors que d'autres ne sont pas douloureuses. Ils sont de plusieurs types et d'ailleurs, par exemple, le scalp, les périostes, les artères, la dure-mère, etc. Et ils sont sensibles, c'est des structures qui sont sensibles. Il y a d'autres, par exemple, le parenchyme cérébral, le plexus choroïdien, etc., qui ne sont pas douloureux. Donc ça, c'est important à savoir parce que ça peut nous aider, nous orienter dans le diagnostic ou notre démarche devant des algies crânio-faciales. Comment peuvent survenir ces algies? Quels sont les mécanismes qui sous-tendent ces algies? Et d'ailleurs, à partir de ces mécanismes, nous allons classer nos céphalées. Il faut savoir qu'il y a un mécanisme neurovasculaire, il y a un mécanisme neurochimique, il y a bien d'autres mécanismes plus rares. Concernant le mécanisme neurovasculaire, c'est par exemple comme dans le cadre des migraines. On a une vasodilatation, on a une vasoconstriction, on a le vasodilatation, il y a sécrétion de certaines substances chimiques qui vont entraîner justement la douleur. Le mécanisme neurovasculaire, on a une distension, un phénomène d'étirement, une dilatation des artères intra- ou extracrâniennes, également un étirement, dilatation des veines intracrâniennes ou la dure-mère. On avait dit que les artères et les veines étaient sensibles, la dure-mère également, elle était sensible. On a un deuxième mécanisme, c'est les mécanismes neurochimiques, donc c'est par libération de substances chimiques suite à des traumatismes, suite à un stress, suite à une prise de médicaments, etc. Donc, il va y avoir une sécrétion de substances chimiques qui vont justement être à l'origine de douleurs, par exemple la sérotonine, le dérèglement dopaminergique,
vous avez les raisons inflammatoires ou les causes inflammatoires, etc. Donc, qui sont à l'origine de douleurs, qu'elles soient douleurs vasculaires, douleurs neurologiques ou autres. Il y a également l'augmentation de la pression intracrânienne, notion de traumatisme et irritation des méninges, par exemple dans le cadre d'une méningite. Donc, c'est des mécanismes neurologiques, vasculaires, neurochimiques qui seront à l'origine de ces céphalées. Là, avant d'aborder la question, le vif du sujet, la partie la plus importante des algies crânio-faciales, qui est la description sémiologique et la démarche diagnostique, il y a certains messages à vous faire passer. Le premier, c'est que le diagnostic des algies crânio-faciales repose sur l'interrogatoire et l'examen clinique. Donc, c'est l'étape essentiel. Il faut apprendre à faire un bon interrogatoire de votre patient. Il faut savoir écouter le patient, laisser le patient s'exprimer et puis tout en guidant cet interrogatoire. D'accord? L'examen clinique, il repose sur l'examen neurologique, donc c'est par rapport à l'appareil, et puis faire un examen général où vous pourrez trouver certains signes qui vont vous orienter vers certaines étiologies. Il faut savoir, c'est important, que dans toute céphalée, devant toute algie crânio-faciale, devant toute céphalée, il convient de répondre à deux questions qui conditionnent notre attitude. Surtout, vous allez recevoir un patient, il y a deux questions qui doivent effleurer votre... Donc, quelles sont ces deux questions? Première question, l'existence d'une affection sous-jacente. Donc, est-ce qu'il y a une affection secondaire ou primaire? Pour répondre ce qu'on avait dit au début, les céphalées ou les algies crânio-faciales primaires ou secondaires. Est-ce que je suis devant une céphalée primaire, c'est-à-dire elle est essentielle, ou bien je suis devant une céphalée organique, elle est secondaire à une pathologie? Si c'est le cas, c'est-à-dire c'est une céphalée secondaire, il faut savoir est-ce que la cause est bénigne ou c'est une cause grave, auquel cas il faut une prise en charge diagnostique et thérapeutique urgente. Donc, il ne faut pas perdre du temps en voyant une céphalée, vous renvoyez le patient à la maison parce que c'est une... Il faut bien différencier. Est-ce que c'est une céphalée organique, c'est-à-dire elle est secondaire, elle est liée à une pathologie sous-jacente? Cette pathologie est-elle bénigne ou est-elle grave, nécessitant une prise en charge urgente? Ou bien nous sommes devant une céphalée essentielle ou ce qu'on appelle les céphalées primaires. Et de ces deux questions va découler notre démarche diagnostique. D'abord, on avait dit que le diagnostic reposait sur l'interrogatoire et sur l'examen clinique. L'interrogatoire, nous allons préciser les caractéristiques sémiologiques de cette douleur. Bien sûr, les caractéristiques sémiologiques liées à la douleur et puis liées à la personne elle-même. À l'interrogatoire, il faut savoir que l'interrogatoire est le temps clé du diagnostic. Les algies crânio-faciales, c'est la pathologie type où l'interrogatoire ou l'anamnèse trouve leur intérêt. Donc, l'anamnèse, bien sûr, comme toute anamnèse, vous allez préciser l'âge du sujet. C'est important. Des céphalées du sujet jeune ne sont pas les mêmes que le sujet âgé ou l'adulte. Donc, l'âge joue un rôle important. Les antécédents personnels et familiaux, vous allez rechercher est-ce que le patient a des antécédents médicaux, chirurgicaux, antécédents d'épisodes similaires, antécédents de prise de médicaments. Dans la famille, est-ce qu'il y a, par exemple, un terrain de migraineux, un terrain de pathologie particulière? Le traitement en cours, est-ce que le patient prend un traitement soit pour ses céphalées ou bien un traitement pour autre pathologie qui peut être à l'origine de ces céphalées, et puis les habitudes de vie, la profession, tous les éléments qu'on vous a appris à rechercher lorsque vous avez fait le cours d'anamnèse.
Et puis, un élément important, il faut toujours, devant une céphalée, et là, vous soulignez en rouge, devant toute céphalée que vous recevez, il faut rechercher la notion d'un traumatisme ancien ou récent. D'accord? C'est très important. Une notion de traumatisme ancien ou récent dans les jours ou les semaines précédentes. Parce que vous savez, parfois, surtout les sujets âgés, ils font des chutes, un petit traumatisme, quel qu'il soit, même un traumatisme minime doit être pris en considération. Ils banalisent le traumatisme. C'est après quelques temps, quelques jours, quelques semaines, voire un mois, que le patient commence à faire des céphalées, à faire une hémiparésie, à faire des troubles du langage. Et comme il a banalisé le traumatisme, il va l'oublier. Soit il le cache intentionnellement, ou bien carrément il a oublié ce interrogatoire si vous n'allez pas vous-même chercher cette notion de traumatisme ancien. Pourquoi? Sujet âgé, fragile, sous traitement anticoagulant ou antiagrégant. Vous savez que le sujet âgé, il a des troubles du rythme. Souvent, il est mis sous anticoagulant et vous savez que les anticoagulants, c'est un traitement qui peut favoriser les hémorragies. Associé à un traumatisme, même s'il est minime, un peu plus tard, à distance de traumatisme, il peut faire un hématome sous-dural. Souvent, l'hématome sous-dural, le diagnostic du traumatisme est rétrospectif. D'accord? Tout ça, vous le cherchez à l'interrogatoire, l'anamnèse, notion de traumatisme ancien ou récent, et puis la notion d'épisode douloureux similaire. Pourquoi? Parce que vous savez, si c'est une personne, vous recevez aux urgences une patiente qui consulte pour des céphalées, pour des algies crânio-faciales. Et c'est une patiente qui a l'habitude de faire la même symptomatologie, des épisodes similaires. C'est plus ou moins rassurant. Pourquoi? Vous vous dites que je suis dans une pathologie qui est quand même chronique. S'il y avait quelque chose de grave, elle serait exprimée, cette pathologie. Or, une douleur ou un épisode similaire dans les antécédents peut être rassurant et vous donne le temps d'explorer, le temps de traiter, etc. Par contre, écoutez-moi bien, par contre, si la patiente a ou le patient a l'habitude de faire des céphalées, d'accord? Il a l'habitude de faire des céphalées, mais c'est des céphalées qui sont devenues plus rapprochées, c'est des céphalées qui sont devenues plus intenses, c'est des céphalées qui ne cèdent plus au traitement. À ce moment-là, il faut explorer le patient. D'accord? Donc, avoir une notion de douleur similaire, d'épisode similaire, c'est plus ou moins rassurant. Mais s'il y a une modification dans la sémiologie, dans la symptomatologie, dans l'évolution, là, ça doit attirer votre attention et pousser vos investigations et vos explorations. D'accord? Donc, quels sont les autres éléments à rechercher? L'interrogatoire à côté de l'anamnèse, qui est tout ce qui est en rapport avec la patiente, notion de traumatisme ancien, notion d'épisode douloureux et similaire, vous allez caractériser ou vous allez rechercher les caractéristiques de votre céphalée. Et la sémiologie, toute douleur a des caractéristiques. Et en fonction de ces spécificités et de ces caractères, vous serez orienté vers certaines étiologies et en même temps, vous allez éliminer d'autres étiologies. Et toute douleur nécessite la description du siège, de l'intensité, de la fréquence, etc. Donc, les caractéristiques des céphalées, qu'est-ce que vous allez rechercher? La date et le mode de début. Vous allez lui dire, vous avez ces céphalées depuis quand? La symptomatologie remonte à quand? Est-ce que c'est ancien? Est-ce que c'est récent? On avait dit que c'est une céphalée récente, doit attirer votre attention.
doit vous faire des explorations. Une céphalée ancienne, plus ou moins rassurante, à ce moment-là, vous aurez le temps de traiter, de chercher à l'aise. Le mode de début, est-ce que c'est une douleur qui s'est installée brutalement, d'accord, ou c'est une douleur qui s'est installée progressivement? Une douleur brutale sous-entend un épisode aigu, sous-entend un événement, par exemple un AVC, par exemple une hémorragie, progressive, par exemple une thrombose, une hypertension intracrânienne progressive, etc. Le siège de la douleur, c'est important. Est-ce que c'est une douleur qui touche donc la boîte crânienne ou elle touche le visage? Donc, vous avez des céphalées en casque, donc diffuses comme les céphalées, par exemple, d'une tension. Est-ce qu'il y a un point fixe de cette douleur? Donc, par exemple, le tempo, elle touche un seul côté. Donc, par exemple, comme dans les migraines, dans les névralgies, elle touche un seul côté. La douleur peut être unilatérale ou bilatérale, c'est-à-dire elle touche les deux côtés ou bien elle est à bascule. Une fois, elle est à gauche, la deuxième fois, elle est à droite. C'est une douleur à bascule. Le caractère de la douleur également, c'est important. Est-ce que c'est une douleur pulsatile? Qu'est-ce que ça veut dire pulsatile? C'est une douleur, c'est comme les battements de cœur. D'accord? C'est comme les battements, donc c'est une douleur pulsatile, c'est comme celle qui s'observe au cours des migraines. Est-ce que c'est une douleur continue, en éclair, donc une décharge électrique, une brûlure? Là, ça doit vous faire évoquer, par exemple, les névralgies. L'intensité de la douleur, vous allez me dire, madame, l'intensité, là, il faut faire attention, ça reste un signe subjectif. Oui, c'est un signe subjectif. Il dépend de la tolérance de chacun de nous. Par exemple, une forte douleur, je peux dire que c'est une douleur minime pour moi, alors qu'elle est très importante, elle est intense pour une autre personne. Pour cela, il y a des échelles d'évaluation de la douleur. D'accord? C'est des échelles. Par exemple, l'échelle EVA, échelle d'évaluation de la douleur, il est coté de 0 à 10 et vous allez demander au patient, il cote sa douleur à combien? Est-ce que c'est à 0? Pas de douleur. 10, c'est la douleur extrême. Est-ce qu'il est à 5? Il estime que sa douleur, il va lui donner une note de 5, etc. Pour évaluer, de 1, l'intensité, et de 2, c'est pour le suivi, pour la surveillance. Ça veut dire quoi? Vous avez une douleur, vous avez estimé la douleur à 7 par exemple, vous mettez en route un antalgique, un anti-inflammatoire, un traitement, vous allez voir la réponse au traitement. Si cette douleur répond au traitement, donc vous aurez à l'échelle 0 ou 1, ou bien c'est une douleur qui est réfractaire, qui ne répond pas aux antalgiques et aux anti-inflammatoires, vous aurez toujours la même appréciation, estimation, ou bien au contraire, cette douleur va augmenter. Et donc, l'intensité de la douleur, l'évaluation, elle est importante pour évaluer l'intensité et puis pour la surveillance par la suite. Ensuite, on doit définir la fréquence des crises. L'évolution dans le temps, est-ce qu'elle est permanente ou bien c'est des douleurs paroxystiques qui vont et y reviennent, etc. Elles sont rythmées ou pas. La durée de la douleur, la durée sans traitement et avec traitement. Est-ce que c'est une douleur qui cède spontanément sans traitement? Est-ce que elle dure dans le temps? Elle dure quelques secondes, elle dure quelques minutes, elle dure toute la journée? Ou bien c'est une douleur qui cède au traitement, ça diminue, sous traitement, elle diminue. Ensuite, on a les prodromes. Les prodromes, c'est quoi? C'est les premiers signes, c'est les signes avant-coureurs. Ça veut dire, c'est des signes que vous allez avoir avant l'installation de la douleur. D'accord? C'est surtout dans les migraines, surtout particulièrement dans les migraines. Le soir, par exemple, la veille, vous avez une sensation d'irritabilité.
un malaise, des troubles de l'humeur, etc. Et la céphalée ne va s'installer qu'après. Donc, les prodromes, c'est des signes qui se voient avant l'installation de la douleur. Et puis, cette céphalée, est-ce qu'elle est isolée ou bien elle est accompagnée par d'autres signes qui vont vous orienter vers des étiologies, mais également vont vous orienter vers la sévérité, vers la gravité, etc. Les signes accompagnateurs qu'on peut trouver, des troubles digestifs. C'est fréquemment les troubles digestifs à type de nausées, de vomissements, surtout dans le cadre des migraines. La migraine, le soir, la migraine, elle est très fréquente. Il n'y a pas un de nous qui n'est pas migraineux ou qui n'a pas un migraineux dans la famille. Et vraiment, c'est désagréable, c'est handicapant parce qu'on a des troubles de l'humeur la veille, on a des douleurs qui nous réveillent le soir. Le matin, au réveil, on a cette douleur avec des signes digestifs, avec une photophobie, phonophobie, nausées, vomissements, les larmoiements, myosis qui se voient dans les névralgies. Les signes neurologiques vous orientent vers une cause secondaire, donc c'est des céphalées secondaires tels que l'AVC, les signes de focalisation, etc. La photophobie, c'est-à-dire que la personne ne supporte plus la lumière, phonophobie, elle ne supporte plus les bruits, etc. C'est pour ça, par exemple, quand on a une migraine, la personne se retire dans une chambre, elle s'isole, une chambre sombre, etc., pour faire passer cette crise migraineuse. Donc, vous recherchez les signes accompagnateurs, ils vont vous orienter vers des étiologies et ils vont vous orienter vers une cause secondaire ou une gravité de la symptomatologie. Bien sûr, cette douleur ou ces céphalées ont des facteurs déclenchants et facteurs aggravants et des facteurs de sédation. Comme toute douleur, devant toute douleur, vous demandez quel était le facteur déclenchant, quel était le facteur qui va aggraver cette douleur et qu'est-ce qui fait céder cette douleur. C'est important. Comme les facteurs déclenchants des céphalées, des migraines, des névralgies, etc., vous avez le froid, l'effort, tout est de stress, de contraintes, etc., font augmenter ou donnent, si vous voulez, ces céphalées. Le froid, l'effort, après un effort, après un examen, après une longue révision, un examen, à la fin, on a cette migraine. Le manque de sommeil, si vous faites des nuits blanches pour l'examen, donc vous faites le lendemain, au lieu de travailler à l'examen, vous ferez une migraine. Consommation de certains aliments, par exemple le chocolat, le vin, certains fromages, certains médicaments, et puis un traumatisme qui peut bien sûr déclencher une douleur, même à distance. Les facteurs qui améliorent ou des facteurs qui font céder cette douleur, c'est important à préciser, c'est les traitements, les manœuvres, le sommeil, tout ça peut vous orienter vers une étiologie. Donc, vous voyez que les algies crânio-faciales, leur diagnostic est conditionné par votre interrogatoire. Déjà, la première étape, vous n'avez même pas besoin d'exploration, vous êtes orienté vers cette céphalée, vous êtes orienté vers l'étiologie. Maintenant, faire un examen clinique. Vous recevez le patient, vous avez une céphalée ou algie crânio-faciale, vous avez fait votre interrogatoire, un bon interrogatoire, vous allez examiner le patient. L'examen, si vous êtes aux urgences, c'est vrai que l'examen ne peut pas être complet, mais il y a des gestes à faire et à ne pas passer à côté. Donc, c'est important, quel que soit votre lieu, quelle que soit la situation, il y a certains gestes à faire. D'ailleurs, je vous les ai mis en rouge que vous devez retenir et pour votre examen et pour votre pratique. D'accord? Donc, l'examen clinique, il a deux volets. Un examen clinique neurologique, surtout pour éliminer les grandes urgences, sans qu'il soit un examen neurologique détaillé, parce que vous savez,
il n'y a pas un examen clinique lent et difficile comme l'examen neurologique. D'ailleurs, il vous dit, il faut que ce soit un examen complet. Certes, il ne faut pas fatiguer le patient et il faut être très concentré. Donc, l'examen neurologique reste quand même un examen assez difficile, aussi bien pour le médecin que pour le patient. Donc, devant des céphalées, il y a des gestes à faire. Même si l'examen neurologique n'est pas complet, il y a des gestes sur lesquels j'insiste. Alors, quels sont ces gestes systématiques? Il y a la prise de la température. D'accord? La prise de la température. Pourquoi? Pour voir est-ce que ce n'est pas un problème infectieux, par exemple dans le cadre des méningites. Est-ce que ce n'est pas inflammatoire? D'accord? La prise de la pression artérielle. Ça, c'est un geste incontournable. Devant toute céphalée, le premier geste à faire, c'est de prendre la pression artérielle. Parce que vous savez, vous avez fait la sémiologie cardiovasculaire et vous savez que l'hypertension artérielle peut se déclarer ou se traduire par des signes d'encéphalopathie. Et parmi ces signes d'encéphalopathie, vous avez les maux de tête, vous avez les bourdonnements d'oreilles, vous avez des vertiges, etc. D'accord? Donc, devant des algies crânio-faciales, première des choses, c'est la prise de la température. Il faut mesurer sa température. Il faut mesurer la pression artérielle. C'est très, très important. Et puis, il y a un geste important, un examen capital, c'est le fond d'œil. Je vous ai mis ici un fond d'œil normal et un fond d'œil pathologique. Le fond d'œil, il faut apprendre à le faire au lit du malade. Vous n'avez pas besoin de déplacer le malade en ophtalmo. Normalement, c'est des gestes qu'on apprend à faire même aux urgences. Le fond d'œil, il va vous renseigner sur quoi? Regardez, vous avez ce disque pâle ici. Là, c'est la sortie du nerf optique. Donc, il y a les fibres, les nerfs optiques, la rétine, etc. D'accord? Et toute anomalie au niveau cérébral va entraîner un œdème papillaire. Regardez, au fond d'œil, qu'est-ce qu'on va rechercher? On va rechercher un œdème papillaire. Regardez, vous avez la papille, ce disque pâle ici, c'est la sortie du nerf optique, d'accord? Et vous avez ce flou autour du disque. Regardez, tout ce flou-là, c'est ce qu'on appelle l'œdème papillaire. Et si on vous répond œdème papillaire avec céphalée, sachez qu'il y a une hypertension intracrânienne. Vous savez que le crâne, c'est une boîte inextensible, n'est-ce pas? Elle est inextensible. Et donc, lorsque la pression augmente, pour quelle que soit la raison, que ce soit une méningite, que ce soit une hémorragie méningée, ou que ce soit un AVC ou autre, il y a une augmentation de la pression, elle va se traduire par des céphalées. Il y a ce qu'on appelle le syndrome d'hypertension intracrânienne, où il y a des vomissements, il y a des troubles visuels, etc. Mais j'insiste sur céphalée, fond d'œil, œdème papillaire égale hypertension intracrânienne. Ensuite, on va chercher de cette hypertension intracrânienne. D'accord? Si je me résume, vous avez fait un bon interrogatoire, vous êtes en train de faire votre examen clinique. On avait dit un examen clinique général et un examen neurologique. Mais le minimum est impardonnable de faire un examen pour des céphalées sans mesurer la température, sans prendre la pression artérielle et sans faire un fond d'œil. D'accord? J'insiste. Et puis, quels sont les autres éléments à rechercher dans votre examen clinique? Vous allez rechercher une cicatrice de traumatisme crânien. Pourquoi? C'est parce que le patient a fait son traumatisme, ça remonte à quelque temps, c'était un traumatisme minime, il n'a pas marqué le patient, il ne se rappellera pas, donc il fait des céphalées, il ne fait pas le lien avec le traumatisme. Si vous recherchez, vous examinez, vous allez trouver une petite cicatrice. C'est comme si, par exemple,
au cours de la parotomie, vous faites votre examen, vous posez la question au patient. Est-ce que vous avez fait des interventions chirurgicales? Par exemple, vous avez bénéficié d'une cholécystectomie, c'est-à-dire enlever la vésicule. Il vous dit non, je n'ai fait aucune intervention chirurgicale. Hop, vous déshabillez le patient pour le traiter et vous avez votre cicatrice. Vous lui demandez, oui, ça remonte à 15 ans, ça remonte à 10 ans, mais ça reste un acte chirurgical. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, il faut examiner le patient. Ensuite, le reste de l'examen, faire des signes, l'examen neurologique à la recherche de signes de focalisation, par exemple, un déficit unilatéral, une hémiparésie, etc. D'accord? Et puis, devant toute céphalée, surtout si c'est un sujet jeune, surtout s'il y a de la fièvre, recherchez les signes méningés. Qu'est-ce que ça veut dire? Les signes méningés, donc à la recherche d'un méningisme ou une méningite, etc. Ça veut dire c'est l'irritation des méninges, que ce soit par l'inflammation ou par une hémorragie. Comment on recherche les signes méningés? Vous mettez le patient en décubitus dorsal, d'accord? Et vous faites fléchir la tête vers l'avant. Donc, vous faites fléchir la tête vers l'avant et vous testez la flexibilité ou le tonus de la nuque, au niveau de la nuque. Si c'est un bon tonus, il n'y a pas de rigidité, donc il n'y a pas de méningisme, il n'y a pas de souffrance des méninges. Si au contraire, vous allez retrouver une résistance au niveau des muscles, au niveau de la nuque, ça veut dire qu'il y a une résistance, il y a une souffrance des méninges et vous allez parler d'un syndrome méningé et donc fièvre, syndrome méningé, fond d'œil, pensez à la méningite. D'accord? Si je me résume, l'examen clinique, il repose sur l'examen clinique neurologique. D'accord? Il y a certains gestes essentiels à faire et le général, la prise de la température, la pression artérielle et le fond d'œil. Donc, au terme de ce bon interrogatoire complet et cet examen clinique neurologique général avec des gestes essentiels à faire, vous êtes déjà orienté vers des étiologies, surtout si c'est des céphalées essentielles. Maintenant, il faut différencier les algies crânio-faciales. Ça, c'est au début, je vous l'ai dit. Devant toute céphalée, posez-vous la question, est-ce que c'est une céphalée primaire, ça veut dire essentielle, ça veut dire elle n'a pas une pathologie sous-jacente, ou bien je suis devant une céphalée secondaire, ça veut dire il y a une pathologie sous-jacente, cette pathologie est-elle bénigne ou elle est grave, auquel cas il faut une prise en charge urgente. On va commencer par le premier volet qui est les algies crânio-faciales essentielles, ça veut dire sans lésion causale sous-jacente, c'est le type le plus fréquent. L'évolution, elle est récurrente et chronique. C'est pour ça que je vous ai dit, rechercher la notion d'épisode similaire, etc. Elle est récurrente, elle va, elle revient, elle se répète, etc. Elle est chronique, donc il y a des épisodes similaires. Le diagnostic est uniquement clinique. Ça veut dire on n'a pas besoin d'exploration, on n'a pas besoin de faire un scanner, on n'a pas besoin de faire une IRM, sauf des cas particuliers où il y a un changement dans la symptomatologie. À ce moment-là, on fera appel aux examens cliniques. Mais une algie crânio-faciale primaire ne nécessite pas d'examen complémentaire. Retenez la différence, les critères, la différence entre les algies crânio-faciales primaires et le secondaire. Je rappelle, sans lésion causale sous-jacente, très fréquente, évolution récurrente et chronique, diagnostic uniquement clinique. Maintenant, quelles sont ces algies crânio-faciales primaires? On va voir type par type. D'accord? Les algies crânio-faciales primaires, regardez, il y a les migraines, il y a les algies faciales vasculaires, il y a les névralgies essentielles du trijumeau, il y a les algies crânio-faciales psychogènes. Rappelez-vous au début, quand on avait parlé des objectifs,
J'ai listé ces types et je vous ai dit qu'à la fin du cours, vous devez connaître, définir chaque type de céphalée. D'accord? Migraine, algie crânio-faciale, psychogène. On va voir quels sont par les migraines. Et là, vous voyez les migraines avec aura, simple, compliqué. On va voir c'est quoi cette aura, c'est quoi une migraine. Les algies crânio-faciales, pardon, dites primaires, donc on est dans les migraines. La première des choses, le premier type, c'est les migraines. C'est quoi? C'est des accès répétitifs de céphalée. Donc, c'est des maux de tête. C'est des céphalées variables dans leur fréquence, dans leur durée et en intensité. Donc, cette migraine, ces céphalées, ces maux de tête, ils surviennent, ils sont variables chez la même personne et d'une personne à une autre. D'accord? La même personne, donc c'est des céphalées qui sont variables, la fréquence. Un jour, c'est des migraines qui apparaissent pratiquement 2 fois par semaine, 2 fois par mois, 2 fois ou 1 fois par an. La durée, c'est des migraines qui peuvent durer longtemps ou bien c'est des migraines qui sont de durée très courte. L'intensité reste subjective, d'accord? Elles peuvent être intenses, elles peuvent être modérées, supportables. Les migraines, c'est les plus fréquentes. Là, je suis en train de vous voir, vous rappeler soit votre maman, soit votre sœur, soit votre tante. Pourquoi je dis votre sœur, votre maman? Parce que c'est souvent une pathologie de la femme. Elles sont plus fréquentes chez la femme. Et qui de nous n'a pas un parent ou une sœur ou une mère qui est migraineuse? D'accord? C'est les plus fréquentes. Elles touchent beaucoup plus la femme que l'homme. C'est l'adulte jeune, donc moins de 40 ans, donc c'est l'adolescence, c'est le sujet jeune, etc. La symptomatologie est stéréotypée, c'est-à-dire c'est la même symptomatologie qui va revenir, donc avec les troubles de l'humeur, ensuite on aura l'aura, ensuite la céphalée qui s'installe, ensuite la céphalée qui va céder, ensuite la crise polyurique. Donc c'est une symptomatologie bien stéréotypée. Le diagnostic est clinique basé sur l'interrogatoire. Donc il suffit de recevoir une patiente qui fait des hémicranies, qui a fait une aura ou pas, qui a des antécédents de terrain familial de migraine pour poser le diagnostic. Vous allez vous dire, celle-là, elle est migraineuse, c'est une crise de migraine, etc. D'accord? Donc, ça repose sur l'interrogatoire avec un examen clinique qui est tout à fait normal. Donc, vous allez retenir la migraine. Donc, quels sont les mécanismes de cette migraine? Pourquoi est-ce qu'on fait des migraines? Il faut savoir que la crise migraineuse est une vasodilatation des vaisseaux cérébraux, toujours précédée d'une vasoconstriction. Donc, on a un stress, on a une cause quelconque, on a un effort, etc. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir dans un premier temps une vasoconstriction. Qui dit vasoconstriction des vaisseaux cérébraux, donc il va dire une diminution du débit cérébral. Quand on a une diminution du débit cérébral, donc il va y avoir une souffrance, il va y avoir une libération de substances neurochimiques et donc dans un deuxième temps, il va y avoir la vasodilatation associée à une douleur. Donc la migraine, dans un premier temps, lié à un état psychique ou hormonal, parce que parfois c'est rythmé par le cycle menstruel, etc., hormonal, il va entraîner une vasoconstriction. Vasoconstriction va entraîner une diminution du débit cérébral. Souffrance, d'accord, souffrance. La souffrance va entraîner la libération de certaines substances neurochimiques, cette station. Et lorsqu'on a cette vasodilatation, s'installe la douleur. Lorsqu'il y a la vasoconstriction, il n'y a pas de douleur. Elle précède la douleur. C'est ce qu'on appelle l'aura migraineuse. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'aura migraineuse. Ensuite, sous l'effet de substances neurochimiques, il va y avoir une vasodilatation.
Et c'est au moment de la vasodilatation que la douleur s'installe. D'ailleurs, vous avez vu le réflexe qu'on a quand on a une migraine. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait à la tête? Donc, on essaie de serrer la tête avec un foulard, avec un bandeau, etc. C'est un geste réflexe lié à pour justement parer à cette vasodilatation. On le fait sans connaître le mécanisme physiopathologique. En premier, on a une vasoconstriction. Ensuite, il n'y a pas de douleur. On est en train de préparer notre douleur. Et puis, à la phase de vasodilatation, que la douleur s'installe. Je lis ce qu'on avait écrit. Regardez, la crise migraineuse est due à une vasodilatation des vaisseaux cérébraux, toujours précédée, souligné, toujours précédée d'une vasoconstriction. Cette vasoconstriction, elle est souvent asymptomatique, d'accord? Mais si cette vasoconstriction est symptomatique, on l'appelle aura migraineuse. Si symptomatique, ça veut dire il y a des signes neurologiques, on parle d'aura migraineuse. Donc, si on a à définir l'aura migraineuse, c'est quoi? Si on vous donne à l'examen la définition d'une aura migraineuse, c'est quoi? Elle est liée à une vasoconstriction, d'accord? Donc, elle est liée à une vasoconstriction des vaisseaux cérébraux, bien sûr, soit donc liée à une vasoconstriction des vaisseaux cérébraux qui se traduit par des manifestations neurologiques transitoires. C'est important, des manifestations neurologiques transitoires, parce que ces manifestations-là vont disparaître dès que la douleur s'installe. D'accord? Dès que la douleur s'installe. Il faut savoir qu'il y a des migraines avec aura, ça veut dire il y a des signes neurologiques, etc., transitoires, et des migraines qui s'installent directement. On ne ressent pas cette aura parce que c'était une vasoconstriction asymptomatique. Regardez, l'aura sur le plan physiopathologique correspond à une vague de dépolarisation qui s'étend par contiguïté dans la substance grise cérébrale, entraînant des modifications du débit sanguin. Il y a une diminution du débit parce qu'il y a une vasoconstriction, entraînant ainsi un dysfonctionnement métabolique neuronal transitoire. C'est important, souligner transitoire, responsable des symptômes de l'aura. Donc, responsable de signes neurologiques qui seront transitoires. La céphalée, elle va s'installer par la suite et causée par l'activation du système trigéminovasculaire qui déclenche la libération de neuropeptides vasoactifs, entraînant une vasodilatation artérielle et une libération de cytokines et médiateurs pro-inflammatoires responsables de céphalée. Donc là, c'est des petits détails. Je les ai mis pour vous, pour comprendre le mécanisme. Mais ce que vous avez à retenir, ce que vous devez retenir, c'est que la migraine, la crise migraineuse se fait en 2 temps. Le premier temps, il y a une vasoconstriction, un bas débit, une diminution du débit cérébral qui va se traduire par une aura si elle est symptomatique ou elle est asymptomatique. Dans un deuxième temps, il va y avoir une vasodilatation et installation de la céphalée. D'accord? Sinon, le reste, c'était juste des informations pour vous, des notions pour mieux comprendre le mécanisme de la migraine. Maintenant, quelles sont les caractéristiques d'une douleur migraineuse? Regardez le siège, comme toute douleur, on avait dit le siège, le type, etc. C'est des hémicranies à bascule, c'est-à-dire elles touchent une partie de la tête, parfois la gauche, parfois la droite, souvent temporale, souvent c'est les tempes. D'ailleurs, on met le doigt au niveau des tempes parce qu'on a des douleurs pulsatiles, etc. On a l'impression d'arrêter cette douleur en appuyant au niveau des tempes. Le type, elle est pulsatile, donc elle est pulsatile comme les battements du cœur. Et surtout, ces pulsations, vous allez les ressentir encore plus si vous faites un effort. Parce que quand vous avez une migraine, l'idéal, c'est de se retirer, de se reposer, d'être en obscurité, de dormir pour faire passer cet épisode. Tout effort
va exacerber, va aggraver cette douleur. L'intensité, elle est variable d'une crise à l'autre, d'une patiente à une autre. Elle retentit sur l'activité, bien sûr, le fait de faire des migraines, etc., ça retentit sur notre activité quotidienne, etc. Souvent, c'est une douleur intense, elle est cotée de 7 sur 10. La durée, elle est paroxystique de quelques heures à 62 heures. Les signes associés, vous avez la photophobie. Donc, on a la photophobie, donc la personne ne supporte pas les bruits, des signes digestifs associés. Qu'est-ce qui peut vous orienter vers une migraine et non pas une autre étiologie? Le terrain familial. Souvent, vous trouvez une famille de migraineux. Souvent, la personne fait des vertiges paroxystiques. C'est une personne qui est très anxieuse, très émotive, etc. Les circonstances déclenchantes, on l'avait dit, le stress, la menstruation, donc c'est des céphalées, c'est des migraines qui sont rythmées par le cycle menstruel. Il y a le manque de sommeil après une révision pour un examen, etc. Donc, on fait une migraine. Le jeûne, bien sûr, vous avez vu, quand on jeûne, souvent on fait des céphalées, on fait des migraines. Certains aliments, on avait dit le chocolat, etc. Elle est calmée par le repas, le repos. Elle est calmée par l'obscurité, le calme, le sommeil, etc. Et il faut savoir que les migraines, il y a les migraines simples, les migraines accompagnées ou les migraines avec aura. Rappelez-vous ce qu'on avait dit sur les auras. Aura, c'était la vasoconstriction avec ou sans signe neurologique transitoire. D'accord? Et les migraines compliquées. Donc, soit une petite migraine, soit une migraine avec aura, ou bien ils vont jusqu'à avoir des complications neurologiques. La migraine accompagnée ou avec aura, l'aura c'est quoi? C'est un dysfonctionnement cérébral focal transitoire. Donc, souligner focal transitoire. Elle précède la crise migraineuse, on l'avait dit, elle est liée à la vasoconstriction, donc ça c'est à retenir. Elle est liée à la vasoconstriction précédant la vasodilatation. Ce sont des manifestations neuro-ophtalmiques, se développent progressivement, donc ce qu'on appelle la marche migraineuse. Donc, ils vont aller step by step, elle va s'installer progressivement, c'est la marche migraineuse, précèdent la crise et disparaissent lors de la crise. Donc, ces manifestations neurologiques, ces sensations neuro-ophtalmiques vont s'installer progressivement. Ensuite, dès que la céphalée s'installe, ces manifestations neurologiques vont disparaître. Ils ne vont pas accompagner la céphalée. D'accord? Ces auras, elles sont de plusieurs types. Par exemple, c'est la migraine ophtalmique. La migraine ophtalmique est la plus fréquente des migraines accompagnées. C'est ce qu'on appelle l'aura visuelle. C'est le scotome. Donc, vous avez le scotome, c'est quoi? C'est des taches que vous allez avoir au niveau du champ visuel. Donc, même si vous fermez les yeux ou vous les laissez ouverts, donc vous allez avoir des taches au niveau du champ visuel. C'est la plus fréquente, l'aura visuelle est la plus fréquente. Elle dure quelques minutes à une demi-heure. La première phase, on a des scotomes scintillants, ça veut dire quoi? C'est des points lumineux qui s'étendent du centre vers la périphérie. C'est comme une tache d'huile. Du centre vers la périphérie, vous avez des points lumineux au niveau du votre champ visuel. Ensuite, le scotome anopsique ou aveugle qui succède au scotome scintillant. Donc là, c'est ce que vous voyez, la mouche volante, etc. C'est la migraine ophtalmique. Il y a d'autres types de migraines accompagnées, par exemple accompagnées de troubles neurologiques passagers précédant la sensitive. Par exemple, vous avez des fourmillements, vous avez des paresthésies, vous n'arrivez pas à parler, une dysarthrie, des troubles du langage. Tout ça, ça précède la céphalée. Mais une fois la migraine s'installe, tous ces manifestations neurologiques vont céder, vont disparaître. Là, je vous ai mis, c'est juste pour voir c'est quoi l'aura visuelle. Regardez, là, il y a une petite tache qui vient du centre et elle va s'étendre progressivement vers la périphérie. Et vous voyez que cette aura, là, c'est
qu'on avait anopsique, vous voyez que même si on ferme les yeux ou on les laisse ouverts, on a toujours ces petits points scintillants, pardon, c'est au niveau de notre champ visuel. Ça, c'est des troubles neurologiques, mais qui sont transitoires. D'accord? Maintenant, on a vu la migraine accompagnée avec aura. On a vu le terrain, les caractéristiques, c'était quoi l'aura, quelles étaient la migraine ophtalmique était la plus fréquente. Vous avez la migraine simple, c'est la plus fréquente. Elle est précédée par des manifestations, c'est des troubles de l'humeur, l'irritabilité, l'agitation, une dépression. Surtout, ça apparaît la veille, le soir, avant l'installation de cette migraine. La crise migraineuse, elle va s'installer le lendemain. Elle survient le matin au réveil ou au cours de la journée. Vous savez, la migraine, on se réveille avec une petite douleur et qui va augmenter progressivement au cours de la journée. D'accord? Elle est souvent unilatérale, temporale, pulsatile, elle est intense. C'est la même chose que la migraine avec aura, mais il n'y a pas d'or. Aggravé par l'activité, le bruit, la lumière, ce qu'on avait dit, la photophobie, la phonophobie, associé à des nausées, vomissements. Les céphalées s'accentuent rapidement, le maximum en 2 à 3 heures. On se réveille avec une petite douleur et là, on sait qu'on va passer une journée avec une migraine affreuse. Donc, elle va augmenter rapidement, maximum entre 2 à 3 heures, puis reste stable. Donc, l'acmé de la douleur, elle va durer jusqu'au soir. Et elle va céder progressivement. Elle est marquée par une crise polyurique. D'accord? Ensuite, donc, rappelez-vous, on avait dit les algies crânio-faciales dites primaires, la plus fréquente, c'était les migraines. Les migraines, on avait la migraine avec aura, c'est-à-dire des troubles neurologiques transitoires qui précédaient l'installation de la céphalée, plus fréquente des migraines. Et puis, on a des migraines compliquées. Quelle est la différence? Ces migraines compliquées, donc on a un déficit neurologique qui va durer même après la sédation de cette céphalée. C'est des migraines hémiplégiques, par exemple. L'hémiplégie, elle dure quelques minutes à 60 minutes, puis laisse place à la céphalée. La migraine ophtalmoplégique, c'est une paralysie du nerf oculomoteur le 3 suite à une céphalée orbitaire et elle régresse en 1 à 4 semaines. Donc, la migraine hémiplégique, donc on a une hémiplégie, donc c'est des troubles neurologiques, puis s'installe cette céphalée. La migraine ophtalmologique, elle est liée à une paralysie du nerf oculomoteur, c'est-à-dire le 3, d'accord? Mais cette ophtalmoplégie, elle peut persister même après la sédation de la migraine et elle peut durer quelques semaines, d'accord? Maintenant, on va voir les algies faciales vasculaires. D'accord, les algies faciales vasculaires. Vous savez, le cours des algies crânio-faciales, c'est typiquement sémiologique. Il faut connaître les différences, la différence entre les différents types de céphalées et d'algies. L'algie faciale vasculaire. Donc, comme je vous ai mis cette photo, elle est très... elle représente réellement l'atrocité et la gravité. C'est une douleur effroyable, c'est une douleur atroce. D'accord? Donc, c'est une douleur atroce. Elle touche beaucoup plus l'homme que la femme. Elle survient vers la quarantaine, entre 20 et 40 ans. C'est un début brutal. Il est d'emblée intense. Rappelez-vous la migraine progressive, l'aura, etc. Là, c'est le début brutal. Je vous ai dit au début, il faut voir dans la sémiologie, est-ce que c'est une douleur qui apparaît progressivement ou bien c'est une douleur qui apparaît brutalement. Ça va vous orienter. Donc, elle est brutale, elle est intense. Le siège strictement unilatéral. Souligné strictement unilatéral. Parce que rappelez-vous, la migraine, c'était à bascule, unilatérale, bilatérale ou à bascule. Donc, ça fait la différence. Strictement unilatérale, elle est oculaire, donc au niveau des yeux, périoculaire, rétrooculaire. Elle irradie en branche de lunettes. C'est comme si vous mettez
une lunette vers la tempe, le front, le maxillaire supérieur, voire toutes les mi-faces. Le type, elle est vive, type de brûlure, de broiement, déchirement, écrasement. Donc, vous voyez que c'est vraiment une douleur atroce. Les signes associés, c'est des signes dysautonomiques homolatéraux, c'est-à-dire du même côté, donc unilatéral, du même côté. Vous allez retrouver une rougeur des conjonctives, un larmoiement, une obstruction nasale, un syndrome de Claude Bernard Horner. Donc là, c'est le syndrome de Claude Bernard Horner. Il associe un ptosis, ça veut dire une chute de la paupière, d'accord? Un ptosis, c'est une chute, un abaissement de la paupière supérieure. Un myosis, c'est-à-dire un myosis, c'est la pupille qui va être rétrécie, d'accord? Le contraire de mydriase, c'est la dilatation de la pupille. Le myosis, c'est le rétrécissement donc, de la pupille. L'anhydrose, c'est des troubles de la sudation. Anhydrose, c'est l'absence de sudation, la peau qui devient sèche, etc. C'est le contraire d'une hypersudation. L'anhydrose, c'est des troubles neurovégétatifs, c'est des troubles de la sudation, de la peau, etc. Donc, rappelez-vous, le Claude Bernard Horner, c'est le ptosis, myosis et anhydrose. D'accord? Cette douleur, donc cette douleur ou l'algie vasculaire qui touche beaucoup plus l'homme, elle est caractérisée par une périodicité. Elle a une double périodicité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, elle a une périodicité circadienne. Quand on parle de circadienne, c'est dans la journée, d'accord? On dit un rythme circadien, etc. Circadienne, c'est dans la journée, c'est-à-dire on peut faire 1 à 3 accès par jour, séparés par des intervalles de sédation de cette douleur. Donc, sa première périodicité, et on a une périodicité circannuelle. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, elle va apparaître plusieurs fois dans l'année. Donc, on fait plusieurs épisodes dans l'année. On fait plusieurs crises par jour et on va faire plusieurs épisodes douloureux dans l'année. Donc, l'algie faciale vasculaire, elle a une double périodicité, circadienne et circannuelle. D'accord? Maintenant, la névralgie essentielle du trijumeau, c'est-à-dire l'atteinte du 5 ou le tic douloureux de Trousseau. On va voir quelles sont les caractéristiques. Trousseau, c'est le physicien français ou le médecin français qui avait décrit la première fois le mécanisme physiopathologique, alors que c'est une entité qui a été décrite bien avant, mais on a retenu le nom de Trousseau parce que c'est lui qui avait, si vous voulez, décrit la première fois le mécanisme physiopathologique. C'est quoi cette névralgie essentielle? Là, vous soulignez bien névralgie essentielle du trijumeau. Pourquoi? Parce qu'il y a des névralgies secondaires. D'accord? C'est des névralgies secondaires du trijumeau, qui est essentielle. Donc, il n'y a pas de substratum, il n'y a pas une pathologie sous-jacente, mais il y a une autre entité, c'est les névralgies secondaires des trijumeaux. Donc, il faut faire la différence entre ce qui est essentiel et ce qui est secondaire. Quelles sont les caractéristiques? Alors là, elle touche la femme de plus de 50 ans. Le siège, il est unilatéral. Il intéresse 1 à 2 branches du 5. Le 5, c'est le trijumeau. Il faut savoir que le 5, c'est le nerf qui irrigue, si vous voulez, ou là, qui innerve la partie, le visage. Donc, le visage, il est divisé. Donc, je vais vous montrer. Regardez. Le 5 ou le trijumeau, regardez là, vous avez le noyau du trijumeau qui va se ramifier en 3 rameaux ou bien, si vous voulez, en 3 branches. Donc, vous avez la branche supérieure, la branche moyenne, c'est la plus touchée dans la névralgie de trijumeau, et vous avez une branche inférieure. La branche supérieure, c'est l'ophtalmique, vous avez la branche moyenne et vous avez
la branche inférieure qui va innerver ou irriguer le maxillaire ou mandibulaire. Regardez. L'ophtalmique, donc vous avez le front, vous avez la paupière supérieure, vous avez une partie du nez. La branche moyenne, donc elle va irriguer ou elle va innerver la partie, la lèvre supérieure, la joue, elle va, la partie du nez. Et vous avez la troisième branche, la branche mandibulaire ou la branche inférieure. Souvent dans le trijumeau, c'est dans la névralgie essentielle de trijumeau ou de trousseau, c'est la branche moyenne qui est atteinte. D'accord? C'est la branche moyenne qui est atteinte. Regardez, elle touche beaucoup plus la femme. Le siège, il est unilatéral, touchant souvent une branche ou deux branches, alors que dans la secondaire, elle peut toucher toutes les branches. D'accord? Le type, c'est une décharge électrique de type arrachement, donc c'est une douleur neuropathique. Elle est très intense, elle est violente, effroyable, figeant la malade. On a dit la malade parce que c'est plus fréquent chez la femme. La durée, elle est brève, quelques secondes à 2 minutes. Elle est diurne et respecte le sommeil. D'accord? Donc, elle se voit le matin et elle respecte le sommeil. C'est différent par rapport à l'autre. C'est différent par rapport à la secondaire où elle ne respecte pas le sommeil. D'accord? L'évolution, elle se fait par accès, plusieurs accès par jour, sur plusieurs jours ou semaines. Le facteur déclenchant, là, c'est très important. Dans la névralgie essentielle du trijumeau, nous avons la notion de zone gâchette. Qu'est-ce que ça veut dire la zone gâchette? Vous avez 3 branches. Quand vous palpez ou vous touchez une région d'irrigation, d'innervation, vous allez réveiller la douleur. C'est ce qu'on appelle la zone gâchette. Et cette douleur, elle sera réveillée par quoi? Par exemple, par la mastication, par une mimique, par le rire, la parole ou l'effleurement, bien sûr, de la zone gâchette. Donc, la zone gâchette, c'est le trajet, ce trajet des différentes branches. Vous allez toucher ou palper cette région, vous réveillez la douleur. Par exemple, au niveau de la tempe, par exemple au niveau du menton, vous allez réveiller. Vous parlez, vous réveillez la douleur parce que quand vous parlez, vous allez stimuler ou irriter le trijumeau. D'accord? Les signes accompagnateurs, c'est le tressaillement musculaire, un spasme, etc. L'examen neurologique est tout à fait normal. C'est comme l'examen neurologique des algies crânio-faciales primaires. Souvent, l'examen neurologique reste normal. D'accord, ça on l'a vu. Maintenant, le dernier type des algies crânio-faciales primaires, d'accord, c'est les algies crânio-faciales psychogènes. Rappelez-vous, les primaires, il n'y a pas de substratum lésionnel, elles sont essentielles. Dans les algies crânio-faciales psychogènes, on a 2 types que vous devez retenir. Les algies crânio-faciales de tension, tout le monde en a eu au moins une fois une céphalée de tension après un effort important, après une fatigue importante. Vous avez les muscles qui sont tendus, vous avez une certaine douleur musculaire et puis ça va irradier pour donner justement des céphalées, on les appelle des céphalées de tension qui vont disparaître avec le repos, etc. Et les psychalgies ou les sénestopathies, on va voir les différences entre les deux. Regardez, les algies crânio-faciales psychogènes de tension, elles sont fréquentes. Regardez, elles surviennent, elles sont là, elles surviennent suite à un effort, une pression. Regardez, préparer par exemple le cours des algies crânio-faciales, ça vous donne une céphalée psychogène de tension. Préparer un examen, un entretien d'embauche stressant, etc., ça peut vous donner des céphalées de tension. Et là, je vous ai mis le type, par exemple, l'irradiation en casque, touchant la nuque, en bandeau, etc. Elles sont fréquentes, la sémiologie, elle est pauvre, c'est pas comme les migraines, les névralgies, etc.
Elles siègent en casque, elles sont bifrontales, occipitales, cervicales. Donc, vous vous rappelez, au moins une fois, vous avez eu une céphalée de tension en préparant le bac, etc. Le type superficiel à type de serrement, comme un étau, ça serre sur la tête, une pression. Elle dure donc quelques minutes, voire quelques jours, si le stress persiste, si la fatigue persiste. L'intensité, elle est modérée, une simple gêne. Elle ne gêne pas l'activité, contrairement à la migraine. La périodicité, elle est variable. La tension anormale, c'est une tension anormale des muscles paravertébraux, soit d'origine psychogène ou bien lorsqu'on a une arthrose, des troubles visuels. Vous savez que parfois, on a des céphalées, il suffit de voir l'ophtalmo, corriger quelques troubles et tout rentre dans l'ordre. Là, c'est les algies crânio-faciales psychogènes. Maintenant, les psychalgies ou les sénestopathies, ils ont un facteur déclenchant psychoaffectif. Donc, c'est des céphalées qui n'ont pas de substratum lésionnel. Elles surviennent sur un terrain chez la femme, sur un terrain, souvent la femme, un terrain psychoaffectif, d'accord, où on a un trouble psychoaffectif, l'angoisse, des troubles du comportement, etc. D'accord? Maintenant, là, on a vu, on a passé en revue toutes les algies crânio-faciales dites primaires qui n'ont pas de substratum lésionnel ou on n'a pas une pathologie, pardon, on n'a pas une pathologie sous-jacente. Leur diagnostic repose sur quoi? Repose sur l'interrogatoire pour apprécier justement les caractéristiques de la douleur et un examen neurologique qui est tout à fait normal. Ça élimine tout ce qui est organique, tout ce qui est, si vous voulez, lésions pathologiques sous-jacentes. Maintenant, on va voir la deuxième partie, c'est les algies crânio-faciales symptomatiques ou secondaires. À la différence des primaires, elles sont associées à une lésion sous-jacente locale ou générale, céphalées qui sont récentes et inhabituelles. Rappelez-vous au début lorsqu'on avait dit que c'était des céphalées, c'était pas la même intensité d'apparition récente, etc. La cause doit être absolument identifiée et là, on a recours souvent à des examens complémentaires. Les algies crânio-faciales secondaires, on a deux types. On a les algies faciales, tout ce qui touche le visage. Elles sont de cause locale et surtout la névralgie symptomatique du trijumeau. Pourquoi j'ai mis en rouge? Parce qu'il y a la névralgie essentielle du trijumeau. Rappelez-vous, on a vu les caractéristiques. Il faut faire la différence. Je vous conseille de faire des tableaux. D'ailleurs, à la fin du cours, je vous ai mis des tableaux récapitulatifs. Je vous conseille de les voir parce que ça résume tout ce qu'on avait dit et ça vous permet de voir un petit peu la différence entre les différents types. Et puis, les céphalées symptomatiques, il y a les céphalées. Là, à la fin, on avait dit quelles étaient les céphalées symptomatiques. Il faut énumérer les 4 étiologies. Donc, rappelez-vous, énumérer les 4 causes projetées, neurologiques, vasculaires et d'ordre général. D'accord? Les algies faciales symptomatiques de cause locale, ça veut dire quoi? Regardez au niveau du visage, tout ce qu'on peut avoir comme élément, tout ce qu'on peut avoir comme organe au niveau du visage peut souffrir et donner donc une douleur faciale. Par exemple, le glaucome. Au niveau des yeux, le glaucome, c'est une élévation de la tension artérielle, tension oculaire. Donc, le glaucome est très douloureux, d'accord? Donc, il va donner une douleur, une algie faciale localisée. On a les sinus, les sinusites peuvent donner une douleur localisée. La pulpite, c'est quoi? C'est une inflammation au niveau des gencives. Par exemple, elle peut donner une douleur au niveau de la face. Tout ce qui est osseux, ostéite, etc. Le zona ophtalmique, c'est très important. Le zona ophtalmique, c'est une cause infectieuse virale qui se traduit par une période d'incubation. Pendant cette période d'incubation, il n'y a pas de lésion,
Donc là, le zona, c'est c'est une infection éruptive. Il y a une éruption cutanée. La première phase de cette infection, il n'y a pas d'éruption. On a juste des douleurs périorbitaires. On a des douleurs, ce type de brûlure, mais vous n'avez rien. Vous faites un examen clinique, il n'y a rien. C'est au bout d'une semaine qu'apparaissent les lésions infectieuses. À ce moment-là, on va dire, voilà, c'était un zona ophtalmique. D'accord? Des douleurs ophtalmiques inexpliquées, un type de brûlure, de cuisson, pensez au zona avant même l'éruption cutanée. Et surtout, ça apparaît chez le sujet âgé, chez l'immunodéprimé, etc. D'accord? Ça, les causes locales. Ensuite, le plus important, c'est la névralgie symptomatique du trijumeau. Vous avez vu que le nerf, le sec, innervé pratiquement toute la face. Vous avez la branche supérieure, la branche inférieure, la branche moyenne. Dans l'essentiel, c'était la branche moyenne qui était atteinte. On n'avait pas de substratum lésionnel, c'est essentiel. Mais dans la névralgie symptomatique, il y a des étiologies, il y a des causes, des affections qui peuvent toucher le nerf, le trijumeau, le 5 et donner donc une névralgie. Ça survient chez le sujet âgé, peut toucher n'importe quelle branche du 5, alors que l'essentiel, c'est beaucoup plus 2. L'accès sont moins nets, accès douloureux sur un fond chronique, alors que l'essentiel, c'est vif, c'est brutal, etc. Ne respecte pas le sommeil, donc c'est une douleur continue. Contrairement à l'essentiel qui respectait le sommeil, pas de zone gâchette, contrairement à l'essentiel où on avait une zone gâchette, présence de signes neurologiques, hypoesthésie, par atteinte sensitive du 5, l'atteinte motrice du 5 également. Quelles sont les causes qui peuvent toucher le nerf trijumeau? On peut avoir des causes tumorales, les causes inflammatoires, les causes infectieuses, par exemple un zona, une tumeur de l'angle ponto-cérébelleux, une sclérose en plaques. La sclérose en plaques, c'est une maladie neurologique dégénérative, ce qu'on appelle la CEP, dégénérative, et elle peut toucher par phénomène inflammatoire auto-immun de nombreux, elle peut donner des lésions neurologiques. D'accord? Maintenant, le dernier type des céphalées symptomatiques, les céphalées, donc on a vu l'atteinte faciale symptomatique, regardez, on a vu les algies faciales symptomatiques. Maintenant, c'est les céphalées symptomatiques, peuvent être en rapport avec des douleurs projetées, neurologiques, vasculaires ou générales. Les douleurs projetées, par exemple, vous avez un glaucome qui va toucher l'œil et une hypertension oculaire va donner soit une algie faciale, comme elle peut donner une céphalée importante. Une sinusite également. On a surtout les sinusites frontales qui peuvent se révéler par une céphalée. Par exemple, un patient qui vient vous voir pour des céphalées sur un terrain d'allergie, de rhinite, vous faites votre scanner et vous allez trouver une sinusite. Les causes neurologiques, c'est les inflammations, c'est les méningites, les hémorragies méningées, l'hypertension intracrânienne, soit par une tumeur cérébrale, ou les traumatismes crâniens, donc vont se traduire par des céphalées. Donc une céphalée d'apparition récente, inhabituelle, etc. Il faut rechercher une cause. La cause, elle peut être également vasculaire, telle que la maladie d'Orton, les thromboses veineuses cérébrales. La maladie d'Orton, c'est quoi? C'est une vascularite inflammatoire, c'est une vascularite auto-immune. La maladie d'Orton, c'est une maladie auto-immune, touche les gros vaisseaux, les grosses artères, d'accord? On l'appelle également l'artérite à cellules géantes. Elle touche le sujet âgé. À partir de 60 ans, on peut être atteint de la maladie d'Orton. Elle se caractérise essentiellement par des céphalées temporales intenses, une hyperesthésie du cuir chevelu, une hyperesthésie d'ailleurs
la personne ne peut plus mettre son foulard, ne peut plus mettre, par exemple, ses lunettes parce que la branche lui fait mal. Si c'est un homme, il peut plus porter de casquette ou de chapeau, etc., ce qu'on appelle, on peut même pas se peigner, donc c'est une hyperesthésie du cuir chevelu. Elle est caractérisée par la baisse de l'acuité visuelle, cette maladie d'Orton, caractérisée par la baisse de l'acuité visuelle, et donc le risque majeur, c'est la cécité par atteinte de l'artère temporale. D'ailleurs, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. D'ailleurs, la dernière cause des céphalées symptomatiques, c'est la cause générale. Ça veut dire il y a une maladie générale qui va se traduire par des céphalées. D'accord? Par exemple, l'hypertension artérielle. Rappelez-vous, au début du cours, qu'est-ce qu'on avait dit? Devant toute algie crânio-faciale, devant toute céphalée, le réflexe, c'était quoi? 1, prendre la tension artérielle, 2, mesurer la température, 3, faire un fond d'œil. Donc ça, c'est à retenir. Les autres causes, vous avez l'anémie, la polyglobulie, l'hypoxie, l'hypercapnie, tout ça parce qu'ils donnent un bas débit, ils donnent une souffrance cérébrale qui va se traduire justement par des céphalées. Quelle est la place des examens complémentaires? Donc, rappelez-vous au début ce qu'on avait dit. Les algies crânio-faciales essentielles, primaires. Le diagnostic reposait sur quoi? Ça reposait sur l'interrogatoire général. Alors que les algies crânio-faciales secondaires, ça veut dire qu'il y avait une cause sous-jacente qu'il est urgent de retrouver et de traiter. D'accord? Donc là, c'est vrai qu'on a besoin de l'interrogatoire, on a besoin d'un examen clinique, mais aussi on a besoin d'examens complémentaires, qu'ils soient biologiques ou morphologiques. Dans les céphalées, l'examen complémentaire ou le gold standard, c'est le scanner ou l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique cérébrale. Si c'est des critères, les critères diagnostiques sont remplis, si c'est une migraine, si c'est une céphalée de tension, on n'a pas besoin de faire le scanner. Mais si c'est des céphalées en coup de tonnerre, c'est des céphalées récentes, retenez les indications, scanner et IRM, céphalées en coup de tonnerre, céphalées récentes ou céphalées anciennes, mais elles ont modifié leur symptomatologie, leur sémiologie, par rapport à des céphalées habituelles, et on va faire un examen neurologique, on va trouver des anomalies, parce que dans l'essentiel, l'examen neurologique est tout à fait normal. Dans les secondaires, on va trouver des anomalies à l'examen clinique ou l'examen neurologique. À ce moment-là, il faut compléter par le scanner et l'IRM. Les messages à retenir en termes de notre exposé sur les algies crânio-faciales. Il faut savoir que les algies de la face et les céphalées sont un bon exemple de l'importance de l'examen sémiologique lors du premier entretien. Ça veut dire l'importance de l'anamnèse, l'importance de recueillir les manifestations et les caractéristiques. Cette démarche, elle est systématisée. Un bon interrogatoire, la prise de la température, la pression artérielle, le fond d'œil et le syndrome méningé. Ça, vous soulignez en rouge, en vert et en jaune. N'oubliez pas ça, ça va vous servir même dans votre pratique quotidienne. Devant toute céphalée, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation, soit urgente ou non, faites un bon interrogatoire, un interrogatoire ciblé et orienté. Prenez la température, la pression artérielle, le fond d'œil et recherchez le syndrome méningique. Parce que la méningite, c'est une urgence, donc c'est infectieux ou inflammatoire, c'est une urgence, elle nécessite une prise en charge urgente, elle peut être mortelle très rapidement si elle n'est pas prise en charge correctement. Le tableau est stéréotypé à connaître, il faut connaître la migraine et ses caractéristiques, la névralgie essentielle du trijumeau et les algies vasculaires. Ça, c'est à connaître
parce que c'est un tableau bien structuré, stéréotypé, que vous allez sûrement voir pendant votre pratique. Donc, faire un bon interrogatoire à un examen vous suffit pour porter le diagnostic. Une IRM cérébrale ou cervicale à réaliser devant toute céphalée inhabituelle, je souligne inhabituelle, d'apparition brutale, ne cédant pas au traitement et un examen neurologique anormal. D'accord? Ne pas méconnaître une cause potentiellement grave telle que l'hypertension intracrânienne. L'hypertension intracrânienne, je vous ai dit que la boîte crânienne, elle est inextensible. Toute augmentation de la pression va se traduire par des céphalées intenses, par des vomissements incoercibles et par des anomalies au fond d'œil. Les étiologies, elles sont nombreuses. Elles peuvent être inflammatoires, infectieuses, tumorales. Elles peuvent être des thromboses au niveau cérébral qui vont donner un tableau d'HIC. Les autres causes potentiellement graves, c'est les tumeurs cérébrales, les méningites. Méningite, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Et bien sûr, les accidents vasculaires cérébraux. Ces causes-là potentiellement graves nécessitent une prise en charge urgente. Voilà, je pense qu'on a fait, j'ai essayé de simplifier le maximum parce que c'est un cours assez compliqué et je voulais vous donner le maximum d'informations. Ça va vous servir et pour votre cours de sémiologie et même pour votre cours de neurologie. De cours de neurologie. D'accord? Et là, je pense qu'on a terminé. Si vous avez des questions, je vais répondre à vos questions. Docteur, à propos des examens complémentaires